Bien, bonjour à tous et merci d'être venus aujourd'hui écouter Seiichi Kitayama, que nous sommes heureux d'accueillir et qui va évoquer pour nous son pays, le Japon, et plus particulièrement la situation démographique au Japon. Situation, comme vous le savez, qui est très particulière puisque le Japon connaît maintenant depuis 20 ans, depuis 2005 en fait, une décroissance rapide de sa population qui va de pair, bien évidemment, avec un vieillissement de cette population, dont il nous donnera tout à l'heure des chiffres, et qui va de pair également avec un aspect très caractéristique de la pyramide des âges, qui est tout à fait unique en son genre. Alors, Seiichi Kitayama nous donnera les raisons de ce déclin démographique, et nous dira si ces raisons sont des raisons propres au Japon, si ça correspond à des caractéristiques de son pays, ou si ce sont des raisons qui sont généralisables à d'autres pays, notamment en Europe et notamment en France, et si ces raisons peuvent laisser prévoir dans les pays européens et en France, en ce qui nous concerne, un mouvement du même genre dans un futur plus ou moins proche. En bref, est-ce que le Japon peut constituer une sorte de laboratoire expérimental dans le domaine de la démographie? Est-ce qu'on peut s'attendre à une évolution un peu similaire chez nous? Alors, tout d'abord, Seiichi Kitayama, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, surtout que vous êtes en France en vacances. Donc, vous avez interrompu vos vacances pour venir nous parler. Mais il faut souligner que vous avez des liens très particuliers avec la France depuis longtemps, puisque vous m'avez dit que votre premier séjour en France datait de 1972, donc plus de 50 ans, comme boursier du gouvernement français. Alors ensuite, vous êtes revenu plus longuement en France dans les années 70. Vous êtes venu de 76 à 87 comme lecteur à l'INALCO, c'est-à-dire au Langzhou. Et vous continuez à y faire un séjour chaque année de façon très régulière pour des raisons à la fois professionnelles et familiales. Vous êtes professeur émérite à l'université Rikkyo, c'est-à-dire l'université Saint-Paul de Tokyo. Et vous y avez enseigné la sociologie à partir de 1987, c'est-à-dire à partir de votre retour de France lorsque vous étiez lecteur à Langzhou. Ajoutons à ça, vous me l'avez dit également en préparant cette réunion, que vous avez passé une année à Montréal, au début des années 2000, et au contact donc de démographes et d'anthropologues québécois, ce qui vous a permis d'enrichir vos recherches en matière de civilisation comparée, France, Japon et Québec. Alors, en ce qui concerne vos domaines de recherche, ils portent dans les disciplines suivantes, en sociologie, en histoire sociale et en civilisation comparée. Ces domaines de recherche sont multiples, je risque d'en oublier, donc vous nous les rappellerez dans le courant de l'exposé. Alors, ils portent surtout sur la démographie et la famille, c'est cela dont vous allez nous parler aujourd'hui, mais ils portent également sur la société de consommation, sur l'histoire des comportements alimentaires et des comportements vestimentaires en Europe et au Japon, c'est-à-dire la mode, la gastronomie, les études de genre, et j'en oublie certainement que vous évoquerez tout à l'heure. Alors, il faut ajouter à ça que depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis le début des années 2000, depuis 2002, je crois, vous consacrez l'essentiel de vos travaux aux études en social studies, ce qu'on appelle en France le design social, et dont vous avez créé la chaire à l'université Rikkyo, je crois en 2002, et dont vous avez été jusqu'à présent président de la société de recherche. Alors peut-être que vous pourrez nous en parler un peu, soit dans le courant de l'exposé, soit en répondant aux questions, car la France, semble-t-il, n'est pas très avancée dans cette discipline, enfin dans cet ensemble de disciplines. En ce qui concerne cette matinale, lorsque nous l'avons préparée ensemble,
Vous m'avez dit que vous alliez aborder la situation démographique. Alors, en ce qui concerne cette situation démographique, vous m'avez dit que vous l'estimiez très grave, voire même catastrophique. Vous avez eu une approche extrêmement pessimiste de la situation du Japon. Donc, vous m'avez dit que vous alliez l'aborder plutôt sous un angle social, sociétal, sous son rapport à la famille. Vous alliez d'ailleurs nous parler essentiellement de la famille et du mariage, notamment. Et vous alliez l'aborder sous cet angle de la famille, sous cet angle sociétal, plus que sous un aspect économique. Alors l'aspect économique, bien sûr, il en résulte, on en parlera également dans les questions. Il en résulte notamment concernant la population active, qui décline également très, très rapidement. Concernant la diminution du montant des retraites, quelque chose qui est, disons, inenvisageable en France et qui apparemment existe au Japon. Sous l'angle également du recul de l'âge de la retraite, qui est une question qui évidemment nous concerne également en France. Alors tous ces points feront sans doute, si vous n'avez pas le temps de les évoquer, l'objet des questions et qui suivront l'exposé. Alors, ce que vous allez aborder, je terminerai là-dessus, vous allez aborder également les moyens que le Japon cherche à mettre en œuvre pour contrer ce déclin démographique qui paraît inexorable, et notamment le recours à l'immigration. Le recours à l'immigration, jusqu'à présent, le Japon l'a longtemps repoussé pour des raisons que vous avez évoquées, qui sont des raisons de cohésion sociale, de cohésion nationale. Ce recours accru à l'immigration, est-ce que ça peut être maintenant envisagé comme une solution ou est-ce que ça reste quelque chose qui reste exclu au Japon? Alors, je parlerai de la situation démographique au Japon, qui est présentée tout à l'heure, Madame Esma, que je trouve vraiment catastrophique. Mais aujourd'hui, je vais parler surtout du côté social ou sociétal. Parce que tout à l'heure, je vais vous présenter, là, je crois que c'est déjà l'image, la page numéro 3, le Japon, le dépeuplement et ses conséquences. C'est un article écrit Gérard François Dupont, professeur à la Sorbonne. Vous pouvez vous référer à cet article-là si vous voulez savoir davantage sur la situation démographique au Japon avec ses conséquences économiques. Alors, je vais vous donner juste des éléments pour aider, faciliter votre réflexion sur la situation démographique non seulement française ou japonaise, mais dans le monde entier. Parce qu'il y a des problèmes démographiques en Afrique, au Proche-Orient, ailleurs, en Chine. Et ce sont peut-être des problèmes qui vont être aggravés pour plus tard. Voilà, je vais suivre mon exposé. Je vais faire mon exposé en suivant le document que j'ai préparé hier. Malheureusement, l'écriture est vraiment petite. Et il y a des graphiques. Et sans graphique, il est difficile de parler de la démographie. Donc, j'ai essayé de vous donner le minimum d'éléments. Donc, comme Mme Esma m'a présenté tout à l'heure, j'ai fait 2 interventions dont je me souviens assez bien. 2003, au Québec, j'ai parlé de la démographie sous le titre « État du désir et situation démographique au Japon » à l'Institut national de la recherche scientifique à Montréal. Et puis l'année suivante, 2003, j'étais au Québec pour mon année sabbatique. Donc l'année suivante, je suis retourné au Japon pour reprendre mes activités de professeur. Et 2004, tout à fait par hasard, sociologue français très connu,
Jean-Claude Kaufmann était au Japon. Donc, j'ai profité de cette occasion pour organiser une conférence débat à l'Institut français de Tokyo au sujet de la sexualité. Alors, c'est un souvenir assez comment dire ça, qui m'a fait plaisir, parce que c'était amusant. Je présentais un article écrit par un journaliste de la BBC qui était au Japon. Enfin, en quittant le Japon, il a écrit cet article. On lira un article d'adieu au Japon. Japan was the future, but it's stuck in the past. C'est quelque chose qui résume assez bien la situation démographique au Japon. Et il a eu 2 enfants nippo-britanniques au Japon. Donc il avait un lien assez, intime avec le Japon. Mais même avec ça, il a quitté le Japon avec une image assez pessimiste. Et je suis, à mon avis, sur la même ligne que lui. Et que les démographes ou sociologues japonais, d'autres chercheurs, partagent assez bien mon point de vue. C'est-à-dire, la situation est désastreuse. Est-ce qu'on a encore le temps de se rattraper? ou bien c'est trop tard. C'est ce qu'on se demande actuellement. Alors, quelques chiffres je vais vous donner, qui vont donner une image de la situation démographique au Japon. Retourne à l'indice synthétique de fécondité au Japon. 1925, ça représentait 5,10. Et actuellement, 1,333. Veuillez regarder un peu les chiffres de 1986. Non, je ne voyais pas. 66, pardon. Et à gauche, en bas, en rouge, 1966, le taux de l'indice de fécondité était de 1,58. 1,58. Et pour l'année précédente et l'année suivante, l'indice était à peu près de 2, etc. Pourquoi cette baisse tout à coup pour l'année 1966? Parce que selon la philosophie antique chinoise, il y a une année sur 60 ans qui est mauvaise pour les femmes. C'est-à-dire l'année de cheval enflammé ou bien enflammant. Le cheval en feu. Alors, là, les femmes qui sont nées cette année-là sont terribles pour les hommes. Et on ne peut pas savoir à l'avance si c'est un garçon ou une fille qui va naître. Donc on évite, on freine la conception. Et c'est pour ça que ce chiffre apparaît. Voilà. Et ensuite, un autre tableau. Et ce sont des tableaux des indices conjoncturels de fécondité des pays principaux. La France, pour la France, j'en parlerai plus tard, encore plus en détail. Et au Japon, 2023, 1,20. Et la France, 1,84 pour l'année 2021. En Suède, 1,67. En Angleterre, 1,53.
l'Angleterre représentait un peu plus de fécondité autrefois, peut-être il y a 10 ans. Ça diminue subitement. Je ne sais pas pourquoi. Il faudra réfléchir. Et dans les pays d'Asie, en Corée du Sud, 0,68. 78, pardon. Et Singapour, 1,10. Et non seulement le Japon, les autres pays aussi connaissent une baisse sensible de la population. Enfin, de fécondité, en tout cas. Et en France, et vous voyez les chiffres, enfin les graphiques, et évolution du taux de fécondité en France, plus âge moyen de la mère à l'accouchement. Ce sont les chiffres de 1994 et 1922. Et on voit une évolution. Au début du XXIe siècle, il y avait une hausse sensible. Après, une révolution en baisse, mais progressive. Et actuellement, la France représente à peu près, tout à l'heure, j'ai dit, 1,80, autour de 1,80. Et l'âge moyen de la mère à l'accouchement, c'est autour de 31 ans pour l'année 2020. Des raisons données pour expliquer la baisse de natalité au Japon. On se marie de plus en plus tard ou on ne se marie plus. Au Japon, si on n'est pas marié, on ne peut pas avoir d'enfants. S'il y a des cas exceptionnels, mais la plupart des cas, si on ne se marie pas, il n'y a pas d'enfants. Donc, une solution proposée par presque tout le monde, c'est encourager le mariage. Le mot mariage, c'est un mot clé. Avant le mariage, enfin, avant plutôt si on ne sait pas, on se marie, on pose une question. Vous allez vous marier ou pas? La plupart des gens répondent oui. Mais avec un commentaire, mais c'est difficile de se marier en ce moment. Donc le mariage sera reporté toujours à plus tard. Ou bien on ne se marie plus. Vu les conditions de la vie actuelle, ils disent c'est pas possible de se marier. Il y a plusieurs raisons. Justement, ce sont des raisons sociétales. Ils mentionnent souvent des raisons financières. Mais en fait, ce n'est pas exactement les problèmes financiers qui posent des problèmes au mariage. Au début des années 70, c'était vraiment le sommet. Les gens se mariaient beaucoup. Après, on se mariait de moins en moins. Beaucoup de mesures sont proposées, mesures contre la baisse de la natalité. Et une volonté certaine existe, mais quels moyens proposer? Et la plupart des cas, ce sont des mesures financières qui se révèlent souvent inefficaces. Et en plus, il y a une sorte de deal, tractation. Vous voulez maintenir le montant de votre retraite, ou bien vous voulez encourager les mesures pour augmenter la natalité. Alors, il faut choisir, parce que le crédit est limité. Dans le cadre du budget possible, il faudra choisir. C'est un troc. Encourager les jeunes ou bien encourager les... Ne pas décourager les vieilles personnes. C'est un débat qui a l'air tout à fait normal au Japon, mais en France, ce serait impossible de proposer ce choix-là. Donc,
jamais songé que les vrais problèmes sont sociétaux, en plus des problèmes financiers. Le mot-clé est toujours un mariage. L'image, la page 16, qui constitue peut-être le noyau de mon intervention aujourd'hui. Naissance hors mariage. En France, en 2022, 65,2% des enfants nés hors mariage. Au Japon, pratiquement, ces naissances hors mariage n'existent pas, sauf des cas exceptionnels. La plupart des cas, ces enfants sont maltraités, mal vus en tout cas. La page 17, c'est la comparaison entre le Japon et États-Unis, Chine, Corée du Sud, France, Italie, et je ne vois pas très bien, Suède, Danemark. Alors, est-ce que vous acceptez d'avoir des enfants hors mariage ou pas? C'est-à-dire, sans être marié, est-ce que vous voulez avoir un enfant? Alors, le rouge représente la réponse oui. Et le Japon, peut-être, je ne vois pas en pourcentage, vraiment, 1, quelque. Plutôt oui. Avec la réponse plutôt oui, ça fait peut-être 15%. Ouais. Regardez les pourcentages de la France. À peu près 60% des gens qui acceptent les enfants au mariage. Nettement oui et plutôt oui. Avec les deux, et ça représente à peu près 65%. Et la Suède, le Danemark représente bien. Peut-être 80%. En Suède, je ne sais pas si à vérifier, les statistiques n'existent plus sur le mariage. Qu'on soit marié ou pas. Ça n'a aucun sens. Donc on fait plus de statistiques. Et puis j'ai été, comme en Esma tout à l'heure on a parlé, j'ai été au Québec 2002-2003 et j'ai fréquenté les démographes et des anthropologues au Québec. Alors, à ce moment-là, au début des années 2000, le Québec a connu une chute vraiment véritable de la population, surtout au niveau de l'indice synthétique de fécondité. Et j'ai posé des questions partout. Alors, j'ai rencontré une sociologue, professeur à l'UQAM, c'est-à-dire l'Université de Québec à Montréal, Francine Descaries. Elle m'a dit, vraiment d'une manière franche, une société sans vision d'avenir n'aura pas d'enfants. Exactement ce qui se passe au Japon, c'est une société sans avenir. Sans avenir économique, financier, etc., politique, etc. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas d'importance. C'est que, est-ce que les gens se sentent, comment dire, possible d'avoir des enfants dans une société où on vit au Japon? Donc, la politique familiale au Japon, on peut dire, c'est un désastre. Pourquoi? L'unité familiale avant tout. Et la liberté individuelle réduite. Je vais en parler tout à l'heure. Un procès absurde contre une situation encore plus absurde. C'est ce qui est arrivé à mes amis. Je vous ai donné un résumé de cette histoire. C'est une histoire simple de déclaration de naissance à la mairie.
une histoire qui illustre une situation vraiment délétère qui règne au Japon. Et dès qu'il s'agit de la famille, du mariage, des enfants à élever, et de toutes sortes de différences qu'on n'accepte pas au Japon. Et on n'est pas heureux avec des enfants au Japon. C'est ce que disent la plupart des femmes. Et c'est un mythe, une croyance ou bien une réalité. Et on peut en discuter tout à l'heure. Pour vous rappeler la situation de la législation en France sur les noms, sur les noms des époux, avec plusieurs lois des années 90 qui dit que le mariage est sans effet sur le nom des époux, qui continue d'avoir pour seul patronyme officiel celui qui peut résulte de tout acte de naissance. Voilà. Alors qu'au Japon, ce n'est pas le cas. En ce moment, il y a un sujet qui clive la société japonaise. C'est justement le nom apporté après le mariage. Il faut choisir toujours le nom des deux époux. Il faut choisir. On ne peut pas continuer à porter son nom de naissance. Et au mariage, il faut choisir l'un des deux noms des époux. Et ce qui est arrivé à mon ami, c'est que début 1980, ils se sont rencontrés et ils ont décidé à cohabiter. Et avec comme condition de respecter le nom et la dignité de l'autre et partager les tâches ménagères et s'occuper d'enfants s'il leur arrive. Et vivre sans mariage, chacun et chacune gardant sa liberté. Et 1983, pour la future naissance du premier enfant, ils se sont discutés avec quel nom de qui. Avec le nom de qui. Pour le garçon, avec le nom du père. Pour la fille, le nom de la mère, suivant la résolution prise avant la naissance. À la mairie, la demande d'enregistrement de la naissance de l'enfant est refusée. Pourquoi? L'homme qui prétend être père de l'enfant ne peut pas l'être, puisqu'il n'est pas marié avec la mère. C'est impossible, ça. Donc, plusieurs conséquences. L'enfant n'a pas été enregistré nulle part et resté pendant 12 ans sans papier, et sans aucun droit, sans aucune existence civile. En 1989, Madame Tomizawa, c'est-à-dire la compagne de mon ami, fonde le mouvement des femmes qui milite pour demander une réforme législative afin de faire cesser le traitement discriminatoire envers les enfants nés hors mariage. 1990, l'entrée en vigueur de la Convention internationale des droits de l'enfance. Et 1991, Mme Tomizawa élue conseillère municipale, 3 mandats de suite de l'arrondissement de Suginami à Tokyo. Vraiment, c'est un arrondissement plutôt intellectuel. Et 1994, une nouvelle demande d'enregistrement de naissance de l'enfant, cette fois-ci acceptée, sans aucune explication donnée. Ils ont demandé l'explication. Pourquoi cette fois-ci, c'est OK, mais aucune réponse. 1996, le Conseil législatif recommande une réforme du Code civil qui permettrait le libre choix quant au nom à porter après le mariage. Un projet mis au placard à cause de l'opposition farouche d'une aile droite du parti au pouvoir. Ce sujet-là a été, mentionné lors de l'élection du président du parti au pouvoir, c'est-à-dire Parti démocrate libéral. Tous les candidats, enfin pas tous les candidats,
tous les candidats donnaient une réponse plutôt négative, sauf une personne, une candidate. Alors, en 2013, la Cour suprême juge anticonstitutionnelle la législation en vigueur sur la répartition des biens lors de l'héritage entre les enfants légitimes et illégitimes. Et on peut faire enregistrer l'enfant qui vient de naître, mais il faut choisir entre légitime et illégitime. Si la mère n'est pas mariée, il faut choisir, il faut cocher sur la case illégitime. C'est vraiment méprisant. En 2017, mes amis se marient en vue d'éviter des difficultés qui risquent de perturber leur vie. Car mon ami Fujita est révélé très malade. Il est décédé le 19 septembre cette année. Alors, quel rapport a cette histoire avec la chute de natalité au Japon? Voilà, j'ai fini mon intervention. Merci beaucoup pour cette intervention. J'imagine que ça va donner lieu à un grand nombre de questions sur les sujets que vous n'avez pas, enfin que vous avez abordés, mais sans les traiter véritablement. Alors, juste une première question sur sur ce problème des enfants nés hors mariage. Vous dites qu'il n'y en a pas au Japon, et ça paraît très, très étrange, parce qu'on ne comprend pas pourquoi, a priori, il n'y aurait pas d'enfants nés hors mariage. Ce que vous m'avez dit en préparant cette conférence, c'est que les enfants nés hors mariage ne jouissaient d'aucune prestation. C'est-à-dire que ça explique quand même en partie le fait qu'il n'y ait pas d'enfants nés hors mariage, parce que sinon, ni la sécurité sociale, ni les prestations, ni les allocations familiales, bon, on comprend qu'effectivement, ça ne soit pas une situation très, très souhaitable. Et ça peut expliquer qu'il n'y ait pas d'enfants nés hors mariage, mais qu'il n'y ait pas non plus d'enfants. Puisque, apparemment, les femmes, et vous allez nous en parler, souhaitent de moins en moins se marier. Voilà. Donc, Bon, d'abord, il faut que je voudrais dire, les femmes qui ont des enfants ne se sentent pas heureuses au travail, à la maison. Et puis le sort des enfants nés hors mariage, souvent ce sont des cas tragiques. Par exemple, les parents de la mère, c'est-à-dire de leur fille, ne voudraient pas que ce soit, comment dire, révélé public. Et il y a des cas, des enfants qui sont nés hors mariage, qui pourraient bénéficier d'une prestation sociale. Il faudra demander chaque fois une, comment dire, mesure spéciale. Il faut faire une demande spéciale pour avoir, par exemple, c'est le cas de mon ami Fujita, à l'âge de scolarité, pour faire enregistrer son enfant à l'école, il fallait demander une mesure spéciale, vraiment une mesure de faveur. Et d'autres cas, depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup d'enfants abandonnés dans les toilettes publiques, dans un parc. Il y a un hôpital à Kumamoto qui accepte des femmes enceintes qui ne voudraient pas accoucher dans un hôpital, d'autres hôpitaux. Cet hôpital accepte l'accouchement anonyme. Et ce n'est pas suffisant, hein. Juste accepter l'accouchement anonyme. Et l'enfant naît. Où est-ce qu'il va? Et cet hôpital
comment dire ça, au début, c'est le couvent qui a fondé cet hôpital. Donc, c'est un hôpital chrétien, si vous voulez. Et cherche des mesures pour s'occuper de l'enfant né au mariage, illégalement, si vous voulez, clandestinement. Et il y a des cas vraiment tragiques. Est-ce que ça suffit? Merci beaucoup pour votre exposé. Juste une question vraiment qui semble évidente pour tous les Français. La situation apocalyptique du Japon, et notamment celle des conditions dans lesquelles vivent les gens mariés ou non, est tellement différente de celle de la France qu'on se demande comment ça pourrait éventuellement présager, enfin la situation japonaise et le dépeuplement au Japon peut présager du dépeuplement en France, par exemple. Je ne parle même pas de la Suède ou du Danemark, qui m'ont l'air encore plus que la France dans des systèmes, disons, assez libéraux, sociétalement parlant. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut faire sauter ce tabou d'avoir des enfants sans être marié. Est-ce que c'est possible? Parce que toutes les propositions faites par des experts sont concentrés sur le mariage. Comment encourager le mariage? Sans penser au sort des enfants nés au mariage. Et que pour se marier, il y a des problèmes financiers, évidemment, mais il y a d'autres problèmes sociétaux. Par exemple, si vous travaillez, la femme au travail, ça existe au Japon aussi. Mais pour avoir des enfants, comment faire? Sans être marié, c'est impossible. Et même en étant marié, avoir des enfants, ça pose des problèmes. La législation propose des mesures assez concrètes pour aider les femmes enceintes au travail, ou bien après l'accouchement aussi. Il y a des mesures concrètes, mais qui ne sont pas faciles à appliquer. Enfin, c'est-à-dire à prendre personnellement. Par exemple, vous travaillez au bureau et vous allez annoncer votre futur accouchement à votre supérieur. Normalement, c'est légal de prendre un congé d'accouchement après l'accouchement aussi. Mais tout le bureau n'est pas très content parce qu'il faudra remplacer cette femme par quelqu'un d'autre. Ou bien il faudra se partager le travail assumé par cette femme entre les collègues. Voilà. Donc c'est la même chose en France, Oui, mais par exemple pour les congés payés, au Japon aussi il y a par exemple 3 semaines de congés payés. Mais le nombre de jours de congés payés pris effectivement 3-4 jours. Parce que oui, donc on n'est clairement pas en France. L'employé n'est pas obligé de... Enfin, en France, on oblige les employeurs à laisser ces employeurs. Les employeurs obligent même parfois les employés à prendre des vacances. Non, ça n'existe pas, cette obligation-là. Oui, merci de votre exposé. Vous nous avez bien décrit la baisse de la natalité, donc la baisse de la population active. Donc cela implique moins de croissance économique, plus de dépenses liées aux retraites, à la santé, à la dépendance. Quelles sont c'est un débat bien actuel, quelles sont les solutions
Est-ce que c'est la hausse des impôts? Est-ce que c'est la baisse des frais de retraite? Est-ce que c'est l'immigration? Quel est le débat actuellement au Japon sur cette problématique? Bon, c'est une question capitale, ça. Cet effondrement démographique au Japon. Aucune mesure peut-être n'est envisagée concrètement. Le seul débat qui est en cours, c'est la répartition de crédit entre encouragement, la natalité et la diminution du montant de retraite. Alors, le recours à l'immigration, on en a beaucoup discuté dans les années 80 peut-être. Mais finalement, l'option est de ne pas introduire les travailleurs immigrés, travailleurs étrangers. Et à ce moment-là, beaucoup d'informations sur ce qui se passait en Europe. Je ne parlerai pas davantage, mais vous connaissez bien là. Accepter les travailleurs immigrés, ça pose des problèmes sociaux. C'est ce que vous disiez en France aussi. C'était début des années 80 peut-être. Même le Parti communiste français, qui n'était pas très favorable à l'arrivée massive des immigrés, et dont la France avait besoin à l'époque, hein, parce que c'était encore une période de croissance. Il faudra construire beaucoup de maisons, etc., etc. Et l'immigration, pour parler de l'immigration, hier j'ai cherché des chiffres. Le nombre de résidents étrangers au Japon représente 3 220 000 personnes à peu près. Et les travailleurs étrangers, 1 700 000. En France, combien d'heures? Quels sont les pourcentages du nombre qui résident en France? Mais pas plus. Les gens qui travaillent en France, les étrangers qui travaillent en France, beaucoup plus. Mais il y a une barrière vraiment contre l'immigration au Japon. Et on parle un petit peu de la possibilité de faire venir les travailleurs étrangers, parce qu'on en a besoin. Mais l'ambiance sociale générale qui donne une réponse massivement négative. Mais en fait, il y a beaucoup de travailleurs étrangers, parce qu'on en a besoin. Parce qu'il y a des travaux, il y a des tâches que les Japonais ne voudraient pas faire. Par exemple, dans les établissements de soins destinés aux vieilles personnes. Voilà. Est-ce que ce sera suffisant comme réponse? Ce n'est pas suffisant pour améliorer la situation démographique au Japon. Mais en tout cas, je ne pourrais pas vous donner une réponse qui améliorerait les situations démographiques au Japon. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de chercheurs, essentiellement sociologues, démographes, qui disent, qui donnent un avis vraiment pessimiste. Je suis plutôt optimiste de nature, mais la plupart des chiffres qui disent
qui vont dans le sens contraire. Mais vous nous rendez presque optimistes sur la France, finalement. Oui, On va passer à... le Japon représente un contre-exemple pour le futur. Mais la France, en tout cas jusqu'ici, présente plutôt un bon exemple. Parce que la France est la championne des naissances au mariage. Pardon, avant, une autre chose, c'est que j'ai comparé le taux de naissance au mariage et le nombre d'enfants nés. Enfin, le nombre total de naissances. Alors, les pays qui ont des enfants nés au mariage ont connu une amélioration démographique, nettement. Mais c'est le cas de la France, les pays nordiques, l'Angleterre, à un moment donné. Et la situation démographique vraiment catastrophique qui était représentée par l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, l'Espagne, la Grèce. La Grèce a toujours un taux de synthétique de fécondité très bas, même maintenant. Donc finalement, c'est le mariage obligatoire, un frein à la natalité? Le mariage obligatoire au Japon qui empêche l'amélioration démographique au Japon. Est-ce qu'il y a une question qui peut se poser? Est-ce si on admettait plutôt, si on acceptait la naissance au mariage comme en France, plus librement, est-ce que la démographie japonaise va s'améliorer? C'est pas sûr. D'après les corrélations que vous établissez entre le nombre de mariages hors naissance, de naissances hors mariage, excusez-moi, et le nombre d'enfants nés, ça semblerait une piste éventuelle pour le Japon. Mais je vous ai laissé poser d'autres questions. Pouvoir accepter la naissance au mariage, ça suppose d'autres éléments sociétaux qui devraient être améliorés. Et la clé, c'est là que réside. Ce n'est pas une question d'accepter ou pas des enfants nés au mariage. Je vous remercie de votre exposé que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Je commencerai peut-être par une phrase pour essayer de vous remonter le moral, de vous rendre plus optimiste. Moi, je suis optimiste. Parce que vous avez parlé de l'indicateur conjoncturel de fécondité au Japon en disant qu'il était de 1,3. C'est nettement plus qu'en Italie, plus qu'en Allemagne. Donc c'est encore plus désastreux en Italie et en Allemagne. Une des questions, c'est quand même de savoir s'il y a un différentiel de fécondité par région. Le nord de l'Italie est à 0,9, alors que le sud a une fécondité plus élevée. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, vous avez parlé du Québec. Le Québec avait une situation désastreuse. Aujourd'hui, 98% de l'augmentation de la population au Québec est due à l'immigration. Voilà. Alors, est-ce que l'évolution de l'immigration peut être une solution pour le Japon? Troisième remarque, vous avez parlé du fait que les femmes n'étaient pas très heureuses lorsqu'elles avaient des enfants. Sont-elles plus heureuses quand elles ont des personnes âgées à charge? Est-ce qu'il vaut mieux avoir des enfants porteurs d'avenir plutôt que des personnes âgées dont l'avenir est plus court, quoi? Voilà. Beaucoup de questions. Oui, dernière remarque. Nous, on a de plus en plus d'enfants hors mariage, et la fécondité ne remonte pas, elle s'est effondrée en France. Non, là, pour la dernière question,
J'ai des commentaires à faire. Hein. Voilà. Bon, je vais reprendre vos questions. Pour parler de l'Italie, la Grèce, l'Espagne, ces pays-là avaient une fécondité plus importante autrefois. Vous voyez? Et il y a 40 ans peut-être. Ces pays-là représentaient vraiment une fécondité très très importante. Et cette fécondité a chuté. Et pourquoi? Tout à coup. Parce qu'il faut se mettre à la place des femmes qui vont avoir des enfants. Et intellectuellement, les femmes ont beaucoup évolué, alors que le système social n'évoluait pas. Ce décalage-là qui expliquait la chute démographique de ces pays-là. Hein? Donc, il faut se débarrasser de ce décalage. C'est ce qui n'arrive pas. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire au Japon. Il y a un décalage. Il y a, comment dire, une attente, hein, chez les femmes qui voudraient avoir des enfants. Mais cette attente n'est pas réalisée à cause du système social, politique, financier, qui n'arrive pas à être conséquent. Oui. Oui, oui. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'on sait faire fonctionner... Enfin, j'ai deux questions par rapport au Japon. La première, c'est est-ce qu'on sait faire fonctionner une société sans enfants? Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez, mon hypothèse à moi est que les sociétés en déclin démographique vont disparaître. Parce que, si vous voulez, en plus, la démographie a une énorme inertie. Donc les enfants que vous ne faites pas aujourd'hui, ils ne feront pas de parents demain, qui ne feront pas d'enfants, etc., etc. Donc si vous voulez, est-ce que le Japon a résolu ce problème? Et j'ai tendance à dire non, puisque depuis 20 ans, le Japon n'avance plus sur le plan économique. Voilà. Bon, j'ai tendance à dire non. Alors maintenant, si on dit il faut donc absolument des enfants, alors c'est quoi les paramètres qui jouent? Alors on peut être brutal, on peut dire par exemple que demain, si vous voulez, de toute façon les actifs, ils ont 3 populations à supporter, enfin 4 populations eux-mêmes, leurs parents, les malades et les handicapés et les enfants. D'accord? Et pour les enfants, ils sont quasiment pas rémunérés. C'est fait plus ou moins gratuitement. Alors, est-ce qu'il faut dire, il faut créer des sociétés dans lesquelles on dit votre retraite aura un coefficient en fonction du nombre d'enfants que vous avez fait. Si vous avez fait 8 enfants, votre retraite est multipliée par 8. Non, je rêve pas. Je rêve pas. Si vous voulez, c'est évident que vivre avec des enfants, c'est une liberté différente, c'est un niveau de vie différent, c'est une organisation différente. Bon, aujourd'hui, les gens sont pour l'individualisme, je fais que ce que je veux, j'ai déconnecté le plaisir sexuel de la reproduction, etc. Donc évidemment, ils ne font pas d'enfants. Ils les font faire par les autres, puisque c'est les autres qui vont s'en occuper. Bon. Donc, moi, les deux questions, c'est celle-là. C'est est-ce qu'on peut faire fonctionner une société, enfin, durer une société qui ne se reproduit pas? Je pense que non. Et si on dit, alors il faut absolument en faire, qu'est-ce qu'on fait à part, alors il y aura un chapitre particulier qui est l'immigration, bon, mais enfin, ça, c'est autre chose, si on démarre là-dedans. Bon, évidemment, une société sans enfants va disparaître. C'est ce qui se passe. Par exemple, dans les grandes villes, comme Tokyo, Osaka, etc., connaissent une augmentation. Mais les autres
parties du Japon, en province. Oui. Petites villes disparaissent, villages disparaissent, des champs cultivés disparaissent. C'est ce qu'on voit actuellement. Hein? Donc, on sait que la société sans enfants, sans naissance, va disparaître. Donc, on est très, très préoccupé. Mais sans pouvoir donner des solutions équitables, si vous voulez. Hein? Alors, comment faire? Et c'est ce que... j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a une négociation théorique entre avoir des enfants ou bien réduire le montant de retraite. Oui, parce que le crédit est limité. Hein? Beaucoup de, comment dire, chapitres financiers au sein dans le budget diminuent. Sauf le budget à donner à la défense, à la sécurité nationale. Parce qu'on parle beaucoup de la déclin démographique au Japon. En même temps, encore plus fort, on parle de risque du point de vue de la sécurité nationale à cause de la Chine. Hein? Donc on est toujours écartelé entre plusieurs éléments à considérer. Oui. Oui, je pars de votre constat que la démographie a baissé dans les pays du sud de l'Europe, qu'on appelait autrefois les pays catholiques, et plus l'Allemagne. Et vous donnez comme explication que dans ces pays-là, les femmes ont plus évolué que leur système social. Voilà. Qui est resté, on pourrait dire, patriarcal, traditionnel. Alors, pour revenir au Japon, je constate qu'en France, nous sommes en pleine révolution, notamment la face émergée, ce serait la problématique des genres. Enfin, les hommes n'ont pas fini de vivre une révolution radicale de la masculinité, qu'on voit par exemple avec la mode des garçons cette semaine qui sortent de la Fashion Week. On voit que les codes masculins-féminins sont terriblement attaqués, enfin en tout cas en France, et on a vu avec la manif pour tous, c'est-à-dire la résistance au mariage gay, on a vu quand même qu'on met 1 million de personnes dans la rue, pas forcément des gens anti-gays, mais qui sont contre le bousculement finalement des cadres traditionnels de la société. Bon, alors ma question sur le Japon, c'est est-ce qu'il y a au Japon aussi des mouvements significatifs de remise en question de la masculinité, du patriarcat, qui pourrait laisser imaginer une évolution également au Japon, parce que c'est une évolution dont on peut... Bon, elle n'est pas encore très évidente en Iran, mais on peut imaginer que dans les pays développés, ça serait un avenir vraisemblable. Voilà. Une question intéressante que... J'allais en venir justement. Certainement, cette question-là pourrait être posée dans la discussion. Je m'entendais. Bon, la situation des gens LGBTQ évolue au Japon aussi. Et à ce moment, à ce stade actuel, l'opinion générale est plutôt favorable à la reconnaissance de l'existence et des droits de vivre de ces catégories de personnes LGBTQ. Mais est-ce que ça va continuer cette situation ? Plutôt favorable à leur existence. Et 2015, l'arrondissement Shibuya de la ville de Tokyo
a décidé de délivrer un papier, comme quoi ces deux personnes du même sexe vivent ensemble. C'est un papier qui n'a pas de valeur réelle, mais a une valeur symbolique, qui est généralisée presque 85% des collectivités locales. Donc c'est un bon signe pour ces gens, mais ça ne donne pas un droit réel, mais juste symbolique. C'est un prépax. Ouais. C'est pour... Merci pour votre intervention. Ça fait terriblement peur, cette affaire. Mais est-ce que cet état de fait se traduit par une certaine émigration des Japonais et quelle en serait la tendance sur les 10 dernières années? Quand il s'agit d'une minorité qu'on ne juge pas, qu'on ne trouve pas dangereuse pour la société, à la société en général, c'est accepté plutôt favorablement. Il y a un seuil de tolérance. Une fois ce seuil dépassé, les gens risquent de devenir vraiment méfiants. C'est la même chose au Japon aussi. En ce moment, il y a une... Je vous ai dit tout à l'heure, dans les années 80, on en a beaucoup discuté. On a consulté les exemples européens, essentiellement. Et après, l'ambiance, je dis l'ambiance japonaise a opté une solution de non-introduction des travailleurs étrangers. Alors, Freddy, parlez, excusez-moi, d'émigration. Est-ce que cela provoque une émigration des Japonais, notamment des jeunes, vers d'autres pays, hein? Non. Non. Ils aiment bien leur pays, ils restent japonais. Oui, ils restent. Et ils sont... par exemple, pour ma génération, pour les générations suivantes, qui ont maintenant 40 ans, 50 ans, aller à l'étranger pour étudier, pour chercher de l'emploi, etc. Et ça diminue énormément. C'est ce que dit le journaliste britannique, la BBC. Et les jeunes préfèrent rester au Japon quand on est dans la vie japonaise. Et ils vont moins à l'étranger. Évidemment, parce que la devise japonaise est en baisse. Donc, pour les Japonais, aller à l'étranger, ça coûte cher. Moi, ça m'a coûté beaucoup aussi. Oui, alors moi, j'ai une question beaucoup plus basique. Quel est le pourcentage des femmes qui travaillent au Japon et ne sont pas... Est-ce qu'elles sont encore confrontées au dilemme avoir des enfants ou développer une carrière, tout simplement. Et pourtant... Je crois que le niveau culturel des femmes au Japon est de plus en plus élevé. Elles font les mêmes études que les hommes. Est-ce que ça, ce n'est pas une question fondamentale qui se pose peut-être un peu moins dans nos sociétés? Oui. Les femmes qui travaillent, le pourcentage, je ne connais pas le chiffre exact. En tout cas, ça représente peut-être... Pour toutes les femmes travaillent, en tout cas, après leurs études. Hein? Le problème, ça vient après, au mariage et à l'accouchement. La plupart des cas, les femmes arrêtent de travailler et pour s'occuper de leurs enfants. Est-ce que la notion de démission du bonheur que j'ai entendue existe toujours? C'est-à-dire la démission, justement, comme vous le dites, après le premier enfant. Voilà. Et ils reprennent leurs activités professionnelles après une fois que les enfants sont grands.
mais dans des conditions de travail très précaires. Moi, je pense que c'est quand même un des facteurs essentiels pour les femmes. Voilà, voilà. Et qui explique la baisse de la natalité, en fait. Ils voudraient continuer à travailler, même après le mariage, l'accouchement, etc., etc. Il y en a. Mais ce sont des combattantes, si vous voulez. Avoir une promotion professionnelle, devenir cadre d'une entreprise, ça existe. Hein? Mais ce sont des cas plutôt exceptionnels. Une de mes élèves qui était cadre de la société cosmétique, de produits cosmétiques Shiseido, elle milite justement pour que les femmes restent au travail, même après d'événements, naissance, élever des enfants, etc., etc. Coûte que coûte, il faut résister et avoir le pourcentage des cadres féminins représente au moins 30%. À ce moment-là, les décisions d'une entreprise seraient influencées, certainement, c'est par la présence féminine. Il y a des gens qui militent, pas seulement les femmes, les hommes aussi, mais ça n'avance pas vite, plus vite que, aussi vite que prévu. Oui, merci beaucoup. Pour remonter peut-être, là on disait le moral, j'avais une remarque et une question. La remarque, c'est de dire que le Japon et la France ont connu des périodes brillantes avec 10 millions d'habitants. Et qu'en fait, le problème, c'est les transitions démographiques. Mais on voit qu'un pays peut être heureux avec 100 000 habitants, 1 million, 10 millions ou 100 millions d'habitants. On a connu la transition depuis 2 siècles qu'on pourrait appeler la transition de la femme. C'est-à-dire que ça fait quand même 2 siècles que le rééquilibrage des genres provoque une baisse très forte de la natalité. Elle continue et on voit que les pays les plus avancés comme le Japon sont aussi les plus avancés dans la baisse démographique. L'Italie du Nord est la plus avancée dans la baisse démographique. Donc tout ceci est normal et plutôt réconfortant. Mais est-ce que vous n'avez pas prononcé le mot environnement? Et est-ce qu'en fait la prochaine transition démographique, celle de demain, celle à laquelle on doit consacrer notre intelligence, c'est pas le lien entre démographie et environnement? Voilà. Une très bonne question. Je connais un ami démographe, c'est plutôt historien de démographie. Il s'appelle Kito Hiroshi. Il a fait beaucoup d'exposés partout, à un moment donné. Et pendant la période d'Edo, c'est-à-dire entre 1600 et 1868, la population japonaise représentait à peu près 50-60 millions. C'est-à-dire à peu près la moitié de la population actuelle au Japon. Et selon lui, il faudrait réfléchir comment les gens vivaient à l'époque avec cette population-là. La taille de la population n'est pas importante. C'est ce qu'il dit. Il faudra réfléchir avec cohabiter avec la baisse démographique. La baisse elle-même n'est pas importante. L'important est de savoir comment organiser la société en suivant cet dépeuplement. En même temps, excusez-moi de vous interrompre, mais à partir de l'ère Meiji, c'est quand même la fin de l'autarcie. Et on n'est pas avec la mondialisation, on n'est pas vraiment en autarcie. Donc la situation est un peu mon ami est critiqué de toutes parts. Mais tu rêves, toi, mais avec tout le système oppressif de l'époque Edo, avec 50 millions de personnes, ok, mais c'est pas réalisable ça.
Mais il faudra réfléchir comment vivre avec la population diminuée. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de comment vivre. De ce point de vue-là, est-ce que la Corée est un espèce de pays en avance sur le Japon dans ce chemin de la dépopulation? Oui, et tout à fait. Notamment avec toute la déviation, où là, on n'a plus qu'un enfant, mais alors c'est le pinacle, et ça coûte très, très cher. Tout à l'heure, je vous ai montré la graphique, enfin, pas les graphiques, oui, graphique aussi. Et la Corée représente 0,778, quelque chose comme ça, comme indice de fécondité, mais nettement plus bas que le Japon. Et là, en Corée du Sud aussi, sans doute, on fait des débats vraiment sérieux. Hein. Ils réfléchissent. Mais est-ce qu'on peut avoir une solution? Des solutions? Ce n'est pas sûr du tout. Et pourquoi je vous ai tout à l'heure montré l'exemple de Corée du Sud et celui d'autres régions du Sud, d'Asie, et connaissent à peu près la même tendance vers la baisse de population. Est-ce qu'il y a une raison régionale qui explique cette baisse? On ne sait pas. À mon avis, c'est un décalage entre le cerveau des femmes et le système social qui règne. Et l'important, c'est de faire améliorer le système social. Quelqu'un me demande de vous poser la question, quelqu'un de timide. Est-ce que ces mariages qui existent encore au Japon sont souvent arrangés? Ça existe. Et plutôt, à mon avis, c'est en augmentation. Parce qu'il y a beaucoup d'agences matrimoniales qui proposent des rencontres. Et ça peut donc être un frein à la natalité. C'est un système modernisé des mariages arrangés. Oui, mais donc c'est un frein éventuel pour que derrière, ces gens fassent des enfants. Pardon? Ah. Bon, on n'est pas tous d'accord. Mmh. Une dernière question. Merci. On dit souvent que la vieillesse, ça vaut aussi pour le fait démographique, s'accompagne du retard des idées. Y a-t-il une incidence prévisible dans un monde où précisément l'innovation, la créativité, l'ère du numérique d'une manière générale, serait-elle impactée par ce fait démographique pour l'économie du pays? Alors, pour compenser la diminution de la population active, évidemment, on est obligé d'encourager les personnes retraitées aussi à travailler en même temps. Parce que sans cet apport du travail donné par les personnes âgées, on ne peut pas faire fonctionner la vie quotidienne. Et partout, on voit des gens qui sont comme moi, qui travaillent. La solution, c'est les robots, voilà. Les vieux, on en parle. Et l'immigration. Voilà. Plutôt, au lieu de, comment dire, faire appel aux personnes âgées, au Japon, on va préférer l'introduction du travail assumé par les robots. On parle beaucoup de robots au Japon. Oui, a priori. Technologiquement, c'est un pays
très avancée. Voilà. On est vraiment avide d'avoir des connaissances scientifiques, techniques, etc. Mais le fondement sociétal de la société ne se réalise pas. Est-ce qu'avec l'introduction du robot, la société va changer ou pas? En tout cas, les robots ne font pas de bébés. Hein. Voilà, exactement. Exactement. Conclusion en forme de pirouette. Merci beaucoup pour votre intervention et à tous ceux qui ont posé des questions.